Donc dans cette nouvelle vidéo, on aborde le thème 3B, neurones et fibres musculaires, la communication nerveuse, qui correspond donc aux chapitres 15 et 16 de votre livre et à des notions de seconde ou de troisième qu'il me semble bon que vous notiez, puisque on va utiliser des termes qui se trouvent dans ces notions. Voilà pour la fin des notions de troisième. La problématique de ce thème va être d'expliquer la contraction involontaire d'un muscle dans un premier temps, c'est-à-dire un réflexe, et ça va être l'objet du premier chapitre, chapitre 6 pour l'année, le réflexe myotatique. Alors on va étudier la contraction musculaire réflexe, vous l'avez déjà étudié en TP. Vous avez donc mis des électrodes sur le muscle du mollet et avez enregistré des électromyogrammes, les messages électriques qui parcourent le muscle. Donc vous avez enregistré une contraction involontaire. Il y a un stimulus qui est le coup de marteau porté sur le tendon d'Achille. L'électromyogramme, donc le résultat ici. On parle de réflexe myotatique, ce qui veut dire en grec étirement du muscle. C'est donc la contraction du muscle du mollet suite à son étirement quand on percute le tendon d'Achille. C'est une réaction involontaire, stéréotypée, elle est la même pour tous les groupes de la classe et pour tout le monde. Elle est prévisible, on sait que ça va faire une déviation de l'attention et elle se fait en réponse à un stimulus. Le réflexe myotatique est donc la contraction réflexe d'un muscle suite à son propre étirement. Ici, c'est le muscle du mollet qui nous intéresse. On aurait pu le faire aussi avec le réflexe rotulien et le muscle de la jambe. C'est le récepteur du stimulus, mais c'est aussi l'effecteur de la réponse, celui qui réalise, qui permet la contraction du mollet et donc l'étirement du pied. Quel est le circuit nerveux emprunté? Eh bien, il passe par la moelle épinière, puisque vous avez mesuré qu'il n'a pas le temps d'aller jusqu'au cerveau. Donc la moelle épinière, c'est une structure que nous avons à l'intérieur de notre colonne vertébrale et que vous devez savoir schématiser, orienter, côté dos, côté ventre, côté dorsal et ventral. On y trouve de la substance blanche sur l'extérieur, de la substance grise vers l'intérieur en forme de papillon. Et puis, on y trouve des racines dorsales et ventrales. Et sur la racine dorsale, on voit un épaississement, un endroit où elle est plus large, qu'on appelle le ganglion rachidien. Ces deux racines se réunissent, on ne le voit pas sur cette image, en un nerf rachidien qui va partir vers un muscle. Sur cette autre vue qui est représentée en relief, on retrouve ces mêmes éléments, substance blanche externe, substance grise interne, racine dorsale avec son ganglion, racine ventrale, et qui se réunissent au niveau du nerf rachidien. J'ai mis cette image parce qu'on n'avait pas le nerf rachidien précédemment. Donc vous devez être capable de schématiser la vue ici de dessus, hein, pas la vue en relief. Des expériences réalisées il y a bien longtemps par Magendie, il y a presque 200 ans, ont été réalisées. Il a coupé soit au niveau A, soit au niveau B, soit au niveau C. Il a constaté qu'en coupant au niveau A, il y avait une perte à la fois
de toute sensibilité et de toute motricité. L'animal qui était l'objet de cette étude ne pouvait plus ressentir aucune sensation et ne pouvait plus bouger les muscles reliés à cette partie de la moelle épinière. Par contre, quand il coupe en B, il n'y a que, mais c'est déjà beaucoup, perte de la sensibilité. Ce qui nous laisse penser que les messages sensitifs passent par cette racine dorsale. Quand il sectionne maintenant en C, il y a perte uniquement de la motricité, ce qui nous laisse penser que la motricité passe par la racine ventrale de la moelle épinière. Il doit donc y avoir un contact entre neurones qui se fait au niveau de l'intérieur de la moelle épinière, plus probablement au niveau de la substance grise. Et donc une circulation à sens unique dans la moelle épinière que vous pouvez représenter sur le schéma que vous avez construit. D'autres expériences plus récentes ont consisté à stimuler la racine dorsale dans ce cas, la racine ventrale dans ce cas, et de relier à un oscilloscope, faire un enregistrement. Alors si on stimule la racine dorsale et qu'on enregistre au niveau de la racine ventrale, on observe des déviations du spot lumineux sur l'oscilloscope. Donc le message électrique passe, on a bien notre sens unique qui est vérifié, qui est à nouveau vérifié ici, puisque là, rien ne passe, on a seulement ce qu'on appelle l'artefact de stimulation, qui prouve que notre stimulation a bien eu lieu. Ce qu'on enregistre, c'est cet artefact qui est passé, lui, mais pas de réponse du muscle. Excusez-moi, pas d'enregistrement au niveau nerveux. Alors on a parlé de nerfs, on a parlé de neurones, eh bien les voici. Si on prend une fibre nerveuse et qu'on la dilacère, c'est-à-dire qu'on sépare le mieux possible les éléments qui la constituent, eh bien on voit des éléments très allongés qui sont recouverts d'une gaine. Donc ici, on a l'axone qui passe entre deux gaines de myéline. Ici, on retrouve l'axone, protégé ici par de la myéline tout autour. Ici, une interruption qu'on appelle un nœud de Ranvier. Et puis, à nouveau, la suite de l'axone entouré par la gaine de myéline. Cette gaine de myéline va apparaître en blanc. Et donc ici, on revient dans la moelle épinière et on trouve les coupes transversales des fibres nerveuses que l'on vient d'observer qui vont toujours se caractériser par un tour blanc, c'est la myéline qui est blanche, et puis au centre, une espèce de rond, un petit point, qui correspond à l'axone. Donc axone, sa gaine de myéline, on a ici une fibre. Cette annotation est fausse, il ne faut pas mettre de S. Par contre ici, on voit des corps cellulaires de neurones avec leur prolongement fort probablement dendritique, et ici, sans doute, un prolongement axonique, plus grand, plus large. On comprend donc que les deux zones de couleurs différentes de la moelle épinière constituent en fait des zones où on a principalement des fibres myélinisées, c'est la substance blanche, et la substance grise contient principalement des corps cellulaires et quelques prolongements, surtout dendritiques, et des débuts d'axones. Donc les corps cellulaires vont se poursuivre, vont avoir leur axone qui va
se poursuivre dans la substance blanche. On a ici un détail du ganglion rachidien et on y trouve également de nombreux corps cellulaires. Certains dont on voit très bien le noyau, d'autres, la coupe ne passe pas par ce noyau, mais on retrouve cette structure plus ou moins arrondie. Et cette localisation a été recherchée puisqu'on a fait des expériences où on a isolé le ganglion rachidien. Donc si on sectionne au niveau 1, on a cette zone qui dégénère. Or, il faut savoir qu'une cellule dégénère si son noyau n'est plus présent. Rappelons-nous également que les noyaux sont dans les corps cellulaires. Donc on peut penser que les neurones qui passent dans la racine dorsale ont leur corps cellulaire situé dans le ganglion rachidien. Je pense que je vous ai mis la diapo précédente un peu tôt. J'aurais dû d'abord mettre l'expérience et ensuite la vérification sur l'image de microscopie. Si la section se fait en deux, c'est-à-dire ici, on a cette partie qui dégénère et je peux ajouter que même si on avait fait la section ici, on aurait eu toute cette partie qui dégénère. Ce qui prouve que c'est aussi dans la substance grise que se trouve le corps cellulaire du neurone moteur qui part vers le muscle. Enfin, quand on fait une section en 3, on a toute cette partie qui dégénère, ce qui veut dire qu'on a un corps cellulaire qui se trouve toujours dans le ganglion rachidien. Donc c'est un neurone bien particulier qui vient du muscle pour aller jusqu'à la substance blanche de la moelle épinière. C'est ce qu'on appelle un neurone en T. Il a un énorme dendrite qui arrive jusqu'au ganglion rachidien. Ici, il a son corps cellulaire et en repart l'axone qui a peu d'espace à franchir, lui, jusque la substance grise de la moelle épinière. Ce qui nous donne donc un premier schéma avec un neurone sensitif qui passe dans la racine dorsale. On peut déjà y mettre le corps cellulaire ici et qui a priori doit faire synapse dans la substance grise avec un nouveau corps cellulaire qui est le corps cellulaire du neurone moteur. Donc ce schéma doit être dans votre cours. D'où part le message? Eh bien, au niveau des fibres musculaires, on constate que ces fibres allongées, qu'on distingue à peine ici, sont entourées, comme tortillonnées, par des fibres nerveuses, et ces fibres nerveuses, ce sont les dendrites du fameux neurone en T, qui est le neurone sensitif. Voilà un schéma que vous devez savoir représenter, le muscle donc avec ses fibres musculaires, et donc tout autour vient s'entourer le dendrite qui part vers la moelle épinière. C'est ce qu'on appelle un fuseau neuro pour le neurone, musculaire pour les cellules musculaires. Ce qui amène à la notion 29, le réflexe myotatique est un réflexe monosynaptique. Il met en jeu différents éléments qui constituent l'arc réflexe. On va se demander maintenant comment le message nerveux parcourt-il l'arc réflexe. Merci pour votre attention.